Rappel de la règle, l'échec est une information précieuse, une donnée essentielle qui nous éclaire sur les chemins à ne pas emprunter. Il ne s'agit pas d'une fin en soi, mais d'un point de départ pour l'analyse et l'amélioration continue. Chaque tentative infructueuse nous offre une opportunité unique d'apprendre et de nous adapter, transformant ainsi ce qui pourrait sembler être une défaite en une étape cruciale vers le succès. C'est une boussole qui nous guide loin des impasses et vers des solutions plus efficaces. Introduction. Si l'échec est un placement, une sorte d'investissement dans notre apprentissage, sur quel principe fondamental devrions-nous parier pour maximiser nos retours? Comment pouvons-nous transformer ces expériences négatives en un capital positif, en une sagesse qui nous propulse en avant? La question n'est pas de savoir si nous échouerons, mais comment nous utiliserons ces échecs pour construire un avenir plus solide et plus éclairé. C'est une réflexion profonde sur la valeur intrinsèque de nos erreurs. Pour ceux qui chérissent l'universalité des valeurs, qui croient en des principes immuables et absolus, le risque est grand d'oublier que l'idéal, aussi noble soit-il, n'est pas la réalité concrète et souvent complexe. La pureté théorique des concepts peut se heurter violemment aux aspérités du monde réel, où les nuances et les compromis sont inévitables. Cette dissonance entre l'idéal et le réel peut mener à des désillusions profondes et à des actions contre-productives si elle n'est pas reconnue et gérée avec sagesse. Il est crucial de distinguer la vision parfaite de l'application imparfaite. Phase 2. Le culte de la pureté. L'anecdote centrale, la révolution dévorée. Cette phase explore comment la quête d'une pureté absolue, d'une perfection idéologique, peut paradoxalement conduire à sa propre destruction. L'histoire est jalonnée d'exemples où des mouvements nés d'idéaux élevés ont fini par se consumer dans leur propre intransigeance. C'est le récit tragique de la Révolution française, où la soif de vertu a engendré la terreur, dévorant ses propres enfants au nom d'une pureté inaccessible. Ce culte de la pureté est une lame à double tranchant, capable de créer et de détruire avec la même intensité. Le récit d'un homme, Maximilien de Robespierre, qui, obsédé par l'idée d'une république sans tache, sans corruption, une entité immaculée et vertueuse, a décrété que la vertu devait être absolue et sans compromis. Il croyait fermement que toute déviation de cet idéal pur était une trahison, justifiant ainsi des mesures extrêmes pour l'atteindre. Cette vision intransigeante, bien que partant d'une intention louable de moralité publique, a pavé la voie à une période sombre où la moindre imperfection était perçue comme une menace existentielle. Son obsession pour la pureté a transformé un rêve en cauchemar, illustrant les dangers d'une vertu poussée à l'extrême. C'était l'espoir d'un peuple entier, un peuple fatigué de l'injustice et de la corruption, qui aspirait à une société plus juste et égalitaire. Ils ont placé leur foi en ces idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, voyant en eux la promesse d'un avenir meilleur. Cet espoir était le moteur de la Révolution, une force puissante capable de renverser l'ancien régime. Cependant, cet espoir, aussi ardent soit-il, était fragile face à l'intransigeance et à la radicalisation des principes. Il est essentiel de se souvenir que l'espoir, sans pragmatisme, peut se transformer en désillusion amère. Phase 3. La trahison du principe. La ligne rouge, quand l'idéal devient tyrannie. Cette phase cruciale explore le moment où les principes les plus nobles, poussés à l'extrême et dénués de toute flexibilité, se transforment en instruments d'oppression. La ligne rouge est franchie lorsque la quête de la perfection idéologique justifie la violence et la suppression des libertés individuelles. C'est le point de bascule où la vision utopique se mue en dystopie, où la promesse de libération engendre l'asservissement. Comprendre cette trahison est essentiel pour éviter de répéter les erreurs du passé, où les meilleures intentions ont pavé l'enfer. C'est une mise en garde contre les dangers de l'absolutisme moral. Le résultat fut la terreur, une période sombre de l'histoire où la guillotine fonctionnait sans relâche. Au nom de l'idéal le plus noble, celui de la fraternité, de l'unité et de la solidarité entre les citoyens, on a imposé le chaos, la suspicion généralisée et l'exécution systématique de ceux qui étaient perçus comme des ennemis de la Révolution. La fraternité, censée unir, a été pervertie en un outil de division et de destruction, où la pureté idéologique primait sur la vie humaine. C'est une illustration tragique de la façon dont les idéaux peuvent être dévoyés et utilisés pour justifier les pires atrocités, transformant la promesse de paix en un bain de sang. La terreur est un rappel brutal des conséquences de l'intransigeance. L'échec de la Révolution, et plus spécifiquement de la terreur, n'est pas venu des ennemis extérieurs qui cherchaient à la renverser,
mais de l'application radicale et inflexible de la théorie révolutionnaire elle-même. C'est une leçon fondamentale, les plus grandes menaces peuvent surgir de l'intérieur lorsque les principes sont appliqués sans discernement ni pragmatisme. L'intransigeance idéologique, la conviction que seule une voie est juste et que toute déviation est une trahison, a conduit à l'autodestruction. L'échec était inhérent à la méthode, non à l'opposition, soulignant l'importance de la modération et de l'adaptabilité même dans la poursuite des idéaux les plus élevés. C'est une mise en garde contre le dogmatisme. La leçon est claire et intemporelle. Un principe, aussi juste et bien intentionné soit-il, sans la capacité d'adaptation, sans le pragmatisme nécessaire pour naviguer dans la complexité du monde réel, est une arme dangereuse. Il peut se retourner contre ceux qu'il est censé servir, causant plus de tort que de bien. La rigidité idéologique, l'incapacité à ajuster sa trajectoire face aux réalités changeantes, transforme un guide moral en un instrument de destruction. La flexibilité et la nuance sont essentielles pour que les principes restent des forces constructives et non des dogmes destructeurs. C'est la capacité à plier sans rompre qui assure la survie et la pertinence des idéaux. Phase 4. Agir avec humilité. Conclusion et appel à l'action, principe et action. Cette dernière phase nous invite à adopter une approche plus modeste et réaliste dans l'application de nos valeurs. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous permet de reconnaître les limites de notre compréhension et la complexité du monde. Elle nous pousse à agir non pas avec la certitude arrogante de détenir la vérité absolue, mais avec la prudence et la sagesse de ceux qui cherchent constamment à apprendre et à s'améliorer. C'est un appel à l'action qui intègre la réflexion et la remise en question, garantissant que nos principes guident nos actions de manière constructive et durable. L'humilité est la clé d'une action efficace et éthique. La force de notre socle de valeurs, de nos principes fondamentaux, n'est pas dans sa réalisation parfaite et immédiate, car la perfection est souvent une illusion inaccessible. Sa véritable puissance réside plutôt dans le combat permanent, dans l'effort continu et nuancé pour son application au quotidien. Il s'agit d'un processus dynamique, d'une quête constante d'amélioration et d'ajustement, plutôt que d'un état statique à atteindre. C'est dans cette lutte incessante pour une mise en œuvre réfléchie et adaptée que nos valeurs prennent tout leur sens et démontrent leur résilience. La perfection n'est pas le but, mais la persévérance dans l'effort. C'est un travail de chaque instant, exigeant patience et discernement. Agir vite, c'est accepter que l'idéal est un horizon éthique, une direction vers laquelle tendre, plutôt qu'une règle rigide et immuable qui dicte chaque pas. C'est comprendre que la perfection est un point de fuite, une étoile polaire qui nous guide, mais que le chemin pour l'atteindre est sinueux et demande de la flexibilité. Cette approche nous permet de prendre des décisions rapides et efficaces, tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales, sans être paralysés par la quête d'une pureté inaccessible. L'idéal est une inspiration, non une contrainte absolue, nous invitant à avancer avec détermination et adaptabilité. C'est une invitation à l'action pragmatique, éclairée par une vision éthique.